Bonjour, ce mois-ci, Dialogue littéraire nous entraîne dans différents univers. Nous nous plongerons dans la jeunesse du romancier Philippe Le Guillou, puis dans l'univers fantastique d'Anne Robillard. Mais tout de suite, intéressons-nous à l'univers culinaire du physico-chimiste Hervé Tisse. Vous me direz, quel est le rapport entre un physico-chimiste et la cuisine? Eh bien, c'est que Hervé Tisse est co-créateur de la discipline scientifique de la gastronomie moléculaire et qu'il étudie les transformations culinaires au laboratoire de chimie d'AgroParisTech. Également directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire, il a été chargé de plusieurs missions par les ministères de l'Éducation nationale, de la Recherche et de l'Industrie, entre autres sur l'enseignement des techniques culinaires et sur l'introduction des ateliers d'expérimentation du goût dans les écoles primaires. Aujourd'hui, il nous parle du volume 2 de ses cours de gastronomie moléculaire et il nous donne quelques techniques culinaires. Hervé Tisse, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Brest. Vous venez cet après-midi à la librairie Dialogue nous présenter votre cours de gastronomie moléculaire, volume 2, les précisions culinaires. Vous êtes ce matin également en conférence à l'UBO avec l'association bretonne pour la recherche et les technologies. C'est important, selon vous, justement, de porter le regard sur la chimie? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas une minute à perdre pour dire que la chimie est une science merveilleuse. Et quelle que soit l'année de la chimie ou pas, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que je crie partout Bevet Arskayant, vive la chimie. Je ne comprends même pas pourquoi les gens ne sont pas chimistes. C'est une science extraordinaire parce que, vous voyez, quand vous faites une transformation, vous avez une idée théorique, c'est-à-dire vous avez des idées qu'il y a des molécules qui existent et vous allez faire quelque chose et ça se passe souvent comme vous l'avez prévu. Donc c'est tout à fait extraordinaire qu'il y ait cette relation entre quelque chose qu'on pense et quelque chose qu'on fait. En gros, je vais vous dire ça simplement. Si vous faites une expérience de chimie, il faut quand même que vous ayez une raison de la faire. Or, quand vous posez la question de pourquoi est-ce que je fais de la chimie, quelle chimie je décide de faire et pourquoi, on arrive sur des tas, on a un vrai travail d'intellectuel. Pas un intellectuel au sens qui va se cacher derrière des sacs de riz en Afghanistan, un intellectuel qui est là pour rénover la société. C'est-à-dire que demain, moi, il faut que le monde de mes enfants soit meilleur que le mien. Alors, on va faire ça comme ça, avec deux lames de microscope. Vous voyez, ici, la distance sera toujours très petite, mais là, elle va augmenter. Et alors, la manip est la suivante. Ça devrait être montré à tous les enfants des écoles. Voilà. On colle la ligne de contact et immédiatement, on a un profil parabolique. Le liquide monte par capillarité. Par exemple, dans le poisson, où il n'y a pas beaucoup de collagène qui tient les fibres ensemble, eh ben, ça fait comme des poils de pinceau. Si vous mettez un poisson dans une marinade, immédiatement, ça va rentrer par capillarité. Alors, sur ce livre en particulier, les précisions culinaires, j'ai collectionné depuis le 16 mars 1980 plus de 25 000 dictons culinaires. Alors, j'appelle pas ça des dictons, parce qu'un dicton, ça doit être juste. Par exemple, il est dit que les femmes qui ont leurs règles, la mayonnaise va tourner. C'est pas vrai, c'est un conseil qui est faux, et donc c'est une sorte de boulet que vous traînez. Inversement, si on vous dit il faut chauffer les soufflets par le fond, parce que comme ça, ils montent mieux, ce conseil est juste. Et à ce moment-là, c'est des ailes qui vous poussent. Vous voyez, imaginez que vous fassiez une mayonnaise. Vous tournez votre mayonnaise, comme ça, dans le temps, ça se faisait la cuire en bois. Puis un jour, vous tournez à l'envers et la mayonnaise rate. Bon, le technicien qui fait la mayonnaise n'est pas un imbécile, il se pose des questions, il dit « Tiens, pourquoi ça a raté ?» Donc il va dire c'est peut-être parce que j'ai tourné à l'envers. Et toutes les causes de ratage ont la possibilité d'engendrer des dictons culinaires. J'ai un livre du XVIe siècle de cuisine française qui me dit que les œufs de brochet sont vénéneux. Bah, je suis très ennuyé parce que j'ai pas envie de les goûter moi-même. Mais hier soir, dans la cuisine de Mademoiselle Jeanneton, d'un dénommé Kammerslöger, publié en 1905, un vieux livre pourri de cuisine, les pages tombaient, j'ai trouvé qu'il disait que les œufs de brochet ne sont pas vénéneux, mais laxatifs. Et du coup, les précisions culinaires, moi je dis que c'est des objets de culture merveilleux qu'il faut préserver, qu'il faut examiner. Faut peut-être les mettre au musée, dans un musée, un vrai musée, comme il y a des musées des traditions populaires bretanes, il peut y avoir un musée de la cuisine. Et il faut peut-être mettre plein de trucs au musée pour avoir la possibilité d'avancer. Poursuivons maintenant en compagnie de l'écrivain Philippe Le Guillou. Né au Fou, il a grandi à Morlaix et a été professeur de lettres à Brest et à Rennes, avant d'être nommé inspecteur pédagogique régional, puis en 2002, inspecteur général de l'Éducation nationale. Parallèlement à son activité professionnelle, il a écrit une vingtaine de romans, dont l'Inventaire du vitrail,
dans lequel la ville de Morlaix sert de modèle à la cité dans laquelle déambule son héros. Il a également écrit Le Passage de l'Aulne, dans lequel il parlait de son adolescence, et aujourd'hui, il revient sur son enfance passée au Fou, dans un roman poétique, L'intimité de la rivière. Philippe Le Guillou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter un texte, L'intimité de la rivière, publié aux éditions Gallimard. Alors ce livre propose une balade près d'une rivière et près d'une forêt dont vous allez nous parler, mais c'est également une balade dans votre enfance. Est-ce parce que les deux vont de pair ? Oui, vous savez, j'ai écrit ce texte de façon tout à fait comme ça, instinctive, inattendue. Je n'avais pas du tout le projet, ça n'entrait pas du tout dans un dessin particulier. Et quand je suis venu à la librairie Dialogue l'année dernière présenter Le Bateau Brume, je ne savais pas du tout que j'allais écrire ce livre. Et j'en ai ressenti comme ça la nécessité un matin, en évoquant un paysage, effectivement, qui était fondamental pour moi, puisque c'est le paysage de mon village natal, c'est la rivière du Fou. Et c'est vrai que ces lieux, à la fois, sont liés à des tas de souvenirs, parce que, évidemment, je les ai vus dans l'enfance, mais que mes grands-pères, avec lesquels je me promenais dans ce paysage, me racontaient chaque fois, évidemment, des faits de leur vie, ou pas de leur vie, parfois même du passé du village, mettant en scène des habitants du village, que ce soit la conserverie où travaillait ma grand-mère, le fameux lavoir dans lequel mon grand-père avait manqué se noyer. Chaque fois, évidemment, tous ces éléments du paysage ravivent pour moi des éléments de mémoire et des souvenirs. On a le sentiment qu'il existe en effet une sorte de symbiose entre le narrateur et la forêt et la nature. Est-ce que vous avez le sentiment quelque part de comprendre le langage de cette forêt et de cette rivière ? Oui, d'une certaine manière, en tout cas, je ne sais pas si je le comprends, mais je dirais que cette forêt et cette rivière me parlent. Et que j'essaie, et me parlent toujours, alors que finalement on vieillit, que finalement on pourrait penser qu'on devient plus intelligent, plus raisonnable, que les filtres de la raison ou du cartésianisme, voyez-vous, installent une distance entre des émotions qui sont finalement très enfantines et puis l'homme devenu adulte. Mais je pense qu'une des vertus de ce texte, du moins une de ses intentions, est de montrer qu'il n'y a pas d'écart entre ces émotions et les perceptions que l'on peut avoir. Effectivement, à la fois ce paysage et aussi les êtres qui sont liés à ce paysage continuent à me parler et j'essaie en même temps, de façon un peu tremblée, enfin un peu incertaine et poétique dans ce texte, de faire entendre leur voix. Il y a un parallèle permanent entre la terre, la forêt et l'eau, la rivière. Est-ce que pour vous ce sont des espaces menaçants ou au contraire des ouvertures à toute possibilité ? Il y a une dimension, si vous voulez, de proximité. C'est pour ça que je crois que le titre, l'intimité de la rivière, c'est ça. C'est aussi la proximité de la rivière, c'est la proximité du paysage. Mais en même temps, comme tous ces éléments, à ce moment-là, dans la conscience bretonne, dans l'histoire, etc., gardaient bien entendu une dimension inquiétante. Et moi, je ne crois pas qu'on se promène comme ça en forêt impunément. Et je ne crois pas non plus qu'on aille sur la mer, si tant est d'ailleurs qu'il faille aller sur la mer, comme cela impunément. Il y a toujours une dimension de distance, une dimension de menace, d'inquiétude que je ressens moi encore aujourd'hui. Et j'aimerais d'ailleurs que ces pages en gardent la trace. En lisant les premières pages de ce livre, j'avais le sentiment de relire les pages du côté de chez Swann. Et plus peut-être le côté de Guermantes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a en effet inspiré ? Mon attachement à Proust est évident et je le regarde comme un grand maître, évidemment, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré. Et je dirais d'ailleurs, si vous voulez, que lorsque j'ai moi-même fait des études de lettres et que j'ai découvert Proust, je dirais que cette lecture, en particulier cette découverte de la Vivonne du côté de chez Swann, d'une certaine manière a peut-être transformé la perception que j'avais moi-même de ce paysage. Je ne savais pas d'ailleurs que finalement, 30 ans après, voyez-vous, j'écrirais l'intimité de la rivière, j'écrirais sur ce paysage. Mais il est évident aussi que, et c'est ça que je voulais dire dans ce livre, il y a à la fois la réalité du paysage, il y a à la fois les souvenirs, mais il y a en même temps aussi tous les filtres qu'à la fois l'expérience, les rencontres, la culture, les lectures, la bibliothèque installent fatalement, je dirais, entre un paysage de l'enfance et finalement un homme vieillissant qui le regarde, évidemment, avec aussi tout ce que l'expérience lui a donné. Pour terminer cette émission, je vous propose de plonger dans l'univers fantastique de la Québécoise Anne Robillard. Ayant découvert à l'adolescence le monde magique de Tolkien, Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, celui-ci est très vite devenu son mentor, et alors la réincarnation, la guérison miraculeuse, l'invisible, la magie, les fées et les chevaliers sont très vite devenus ses thèmes préférés. Elle est l'auteure de Qui est Terra Wilder et de sa suite Capitaine Wilder, mais également de la série Ange et surtout de la série Les Chevaliers d'Émeraude, une saga se déroulant sur le continent d'Enkilief, un monde magique que les chevaliers doivent protéger.
Aujourd'hui, elle nous présente le premier tome de sa nouvelle saga, Les héritiers d'Enkidiev. Et vous allez voir qu'elle est plutôt bien accompagnée pour nous le présenter. Anne Robillard est avec nous aujourd'hui à la librairie Dialogue, mais elle n'est pas seule. L'ensemble de ses chevaliers l'accompagne. Peut-on vous demander de vous présenter et de nous dire ce que vous faites également? Je suis Liam d'Émeraude, chevalier. Alors moi je suis Maléa Sandara et je suis prêtresse et j'enseigne également la danse et le chant au château d'Émeraude. Donc moi je suis Aniagwara, la sorcière qui vit au royaume de Jade. Je suis le prince Kirsan de Zénor. Je suis Armène, je suis la nourrice du château d'Émeraude et j'ai donc eu l'honneur d'élever cette belle jeune fille. Kira d'Émeraude, donc princesse héritière d'Émeraude, mais j'ai légué le trône au roi Onyx puisque le peuple l'avait réclamé. Et en fait, j'ai préféré devenir chevalier afin de servir plus directement le peuple. Très jeune, moi, j'avais une facilité avec la magie, je crois. Hein? Malgré moi, parfois, j'ai eu un peu le contrôle sur les éléments lorsque mes sentiments dépassent peut-être mon intention. 15 ans se sont écoulés depuis la Grande Guerre à Irianet. J'ai mis un peu de temps avant de trouver une nouvelle façon de m'exprimer, car le chevalier n'a plus vraiment de rôle aujourd'hui. Donc je suis en train de devenir forgeron. Anne Robillard, pouvez-vous tout d'abord nous dire quelle fut votre première lecture de littérature fantastique? Ça serait Tolkien. Je sais que c'est pas français, mais à l'époque, quand moi j'étais petite, parce que je suis un peu plus âgée que la plupart des lecteurs, il n'y en avait pas tellement de fantaisie en français. C'est venu plus tard. Alors j'ai commencé avec Tolkien, mais en anglais. En fait, depuis que j'ai 6 ans, j'écris. C'est sûr que ce n'est pas des grandes histoires comme maintenant, mais c'était toujours de la fantaisie. Il y avait toujours des lutins, des fées. Ça a commencé très jeune. Où trouvez-vous l'inspiration? Dans mes rêves, la plupart du temps. Et maintenant, avec les personnages, parce qu'on a de longues discussions sur leur vie, et ils me donnent d'autres idées. Mais je les vois régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Certains d'entre eux, pas tous. Il y en a qui demeurent trop loin. Mais oui, quand j'ai des questions, on se rencontre. On va manger, on en parle. Et en tournée, ils sont là avec vous tout le temps? Tout le temps, tout le temps. Je savais à partir du premier que ce serait une série de plusieurs tomes parce que c'était 40 ans de guerre. Et je savais très bien que je ne peux pas mettre ça dans un seul tome. J'avais déjà divisé selon l'âge de Kira. Kira 2 ans, Kira 9 ans, Kira 15, 19 et jusqu'au 12e tome. Dans Les héritiers d'Enkidiev, eh bien, la guerre est terminée. La guerre est terminée. En fait, je voulais terminer les chevaliers au 12e. C'est fini, la guerre était terminée, ils allaient se reposer pour l'éternité. Oui, ça a été difficile. J'ai fait mon deuil, par exemple, après. Et j'ai commencé à recevoir plein de mails de gens qui, eux, n'avaient pas fait leur deuil, qui voulaient savoir ce qui allait se passer après. Et on a dit, bon, après 15 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des enfants, il y en a qui se reposent, il y en a qui n'en peuvent plus de se reposer. On a un roi malade qu'il faut guérir. Et je ne sais pas encore ce qui va arriver dans les héritiers, mais je pense que ça va être surtout une question de justice, de loyauté. On va voir qui est loyal à qui dans les héritiers. On va parler de loyauté. Ouais. Alors, j'ai réfléchi, je dis, OK, je vais faire une petite suite, on verra ce qui va se passer. Et ça n'a pas été long, la réaction a été instantanée. Je pense que n'importe quel auteur, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend est une source d'inspiration. Courage! Honneur et justice! Bon voilà, Dialogue littéraire, c'est terminé pour ce mois-ci. Je vous donne rendez-vous en juillet pour le dernier numéro de la saison. Kenavo!